Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour Benjamin Dierstein. Alors on est en train de se dire que c'est marrant, comme on est très bas, on ne voit que le premier rang. Donc voilà, on pense qu'il y a des gens au fond de la salle, mais on ne vous voit pas. Donc bonjour à vous. On est dans un trou. Au fond. Alors nous avons un point commun, c'est que nous n'avons pas connu directement les années dont on va parler cet après-midi, mais je crois que dans la salle, il y a pas mal de gens qui les ont vécues ces années-là. Ah oui, vous avez peut-être porté la crinière à la Farah Fawcett, pour certaines d'entre vous, mesdames, picoré des picorettes. Certaines ont peut-être conduit des Renault 5 ou des 104. Vous avez sûrement dansé sur Bonnet M. Écoutez les grosses têtes ou Allo Macha, vu et revu la pub pour les bars Ovomaltine. C'est de la dynamite, effectivement. Vous avez bien sûr tremblé devant Séville 82. Vous avez suivi les frasques de l'empereur Bokassa en Centrafrique. Peut-être que vous avez même découvert l'affaire des diamants en lisant Le Canard enchaîné. Vous avez vécu l'alternance en 81, l'arrivée de la gauche socialiste au pouvoir. Vous vous souvenez peut-être des attentats qui ponctuaient l'actualité à cette période-là. Copernic, la rue des Rosiers, Orly, le Drakkar à Beyrouth. Si j'évoque la traque de Mérine, forcément, ça vous dit quelque chose. Si je cite les noms de Carlos, Pierre Goldman, Nathalie Ménigon, ça doit vous revenir aussi, tout comme le FLB, FPLP, FLNC, Assala. On est à la toute fin des années 70, début des années 80. La géniale trilogie dont on va parler maintenant nous fait, selon notre âge, revivre ou découvrir la période 78-82. Vous les voyez devant nous, bleu, blanc, rouge, l'étendard sanglant élevé et 14 juillet, trois pavés qu'il faut absolument lire comme un seul et même roman de plus de 2500 pages. Un roman extrêmement documenté, dont le cadre a la texture du réel. Mais si tout aurait pu se passer comme ça, rien ne s'est passé comme ça. Ou peut-être que si, on ne sait pas, et c'est très bien. En tout cas, vos 4 personnages principaux, Benjamin, sont de pure création, de pure fiction, qui croisent, qui causent avec plusieurs centaines de personnages secondaires, dont certains sont bien réels, bien connus, des flics, des hommes d'État, des hommes d'affaires, des stars. D'autres sont totalement inventés. Tout ce petit monde politico-policier constitue les coulisses de l'histoire officielle, des coulisses faites de coups tordus, de coups d'État, d'affaires, de scandales, d'écoutes téléphoniques, de groupuscules, d'assassinats. C'est une histoire parallèle que vous nous racontez, une histoire grise où tout le monde court à sa perte. Alors on va peut-être poser les bornes temporelles pour commencer, j'ai dit. Ça commence en mars 78. Jusqu'en juillet 1984, à quels événements ou à quels épisodes, symboles correspondent ces dates que vous avez choisies pour commencer et clore cette trilogie ? Alors, début 78, ça commence en mars 78. Il y a pas forcément d'événements précis, mais c'est quand même... Alors, c'est à l'étranger, mais l'enlèvement d'Aldo Moro. C'est le moment où il y a le baron Empin aussi. Enfin, c'est le moment où il y a beaucoup de kidnapping, où c'est un peu la mode, les kidnappings. Et vu que c'est le début du roman commence, enfin pas le tout début du roman, mais on rentre très vite dans une histoire de kidnapping. Voilà, j'avais envie de situer ça à ce moment-là. C'est aussi quasiment le moment où Mérine s'évade en mai. Donc voilà, c'est le moment où on commence à entendre parler des autonomes pour la première fois, où ils commencent à faire parler d'eux dans les facs et en dehors des facs et dans la rue. Donc voilà, c'est on va dire plutôt des micros événements. En fait, il y a pas de gros événements à ce moment-là, en tout cas pour ce qui concerne la France. Mais vu que j'avais envie de commencer assez doucement, prendre le temps d'exposer mes personnages, pour moi c'était nécessaire aussi de commencer à un moment qui est un peu plus calme. C'est le moment où justement les services qui commencent à s'affoler avec Aldo Moro justement, et il y a ces rumeurs du fait que il y aurait des gens dans l'extrême gauche française qui auraient envie de faire des brigades rouges ou une RAF à la française, et donc ça fait flipper évidemment tous les services. Et 84 ? Et 84, là pour le coup, il y a un vrai marqueur. C'est très politique pour le coup. C'est le moment vraiment où Mitterrand change son gouvernement. Donc c'est la fin de Mauroy et c'est Fabius qui va arriver. Donc j'en parle pas complètement, mais je laisse venir le truc. Enfin, c'est un truc qui va arriver après. Le roman se termine juste avant la transition. Et puis c'est surtout le pourcentage énorme de l'extrême droite aux européennes, et le tome 3 va beaucoup raconter ça. Cette montée de l'extrême droite et comment Le Pen commence à prendre le pouvoir. Enfin, pas le pouvoir, mais
il commence à rentrer dans le système, en tout cas de pouvoir par les urnes, par la logique réformiste du Front National qu'il avait déjà imaginé 10 ans avant, et que le reste de l'extrême droite, qui était encore un peu révolutionnaire, ne suivait pas. Et là, c'est le moment où vraiment il commence à devenir crédible en fait en politique, et qui fait que on se retrouve aujourd'hui avec ce qui se passe aujourd'hui politiquement. Pour moi, c'est vraiment le début de tout ça. C'est le point d'introduction de tout ce qui arrive maintenant. Ce qui rend cette trilogie passionnante, c'est que vous radiographiez, je vais arriver, la société française de ces années 80-là, à travers un prisme très particulier qui est celui de Beauvau, c'est-à-dire les guerres au sein de la police, les rapports de pouvoir entre le pouvoir politique et la police, les rapports de pouvoir aussi entre les différents syndicats. Pour vous, qu'est-ce qui se joue comme trame de fond, j'ai même envie de dire comme lame de fond, à ce moment-là, ce tournant des années 80? C'est déjà l'alternance. Il y a plein de choses différentes qui... Bon, moi déjà, pourquoi parler de Beauvau? Parce que j'ai l'impression que quand on veut parler de l'histoire d'un pays, quand on veut faire une espèce de contre-histoire comme ça d'une époque, et c'était vraiment l'objectif de la trilogie, parler depuis l'intérieur de Beauvau, c'est hyper intéressant parce que mine de rien, c'est le ministère qui est le plus confronté à tous les espèces de petits secrets. Alors évidemment, il y en a d'autres, hein, il y a la défense, il y a la justice, etc. Mais l'intérieur, c'est quand même différent parce que c'est là où se jouent les intrigues politiques aussi. C'est quand même le ministère qui est en charge des élections, pas seulement de la police. Il y a plein de choses qui sont intéressantes dans Beauvau, et quand il y a une alternance, surtout une alternance comme c'était le cas en 81, c'est-à-dire après des années et des années de droite au pouvoir, c'est un vrai séisme. Donc c'est là que c'est super intéressant de raconter ce qui se passe, comment la droite panique. Pour eux, c'est la panique absolue. Ils ont complètement lavé alors pas tous les bureaux, mais les bureaux des hauts fonctionnaires. Ils ont été largement nettoyés avant que la gauche arrive. Et puis quand la gauche arrive, il y a aussi le fait que ils n'ont pas tous forcément l'expérience de certaines choses, donc ils pataugent un peu. Ils ont peur aussi parce qu'il y a cette peur qu'avait à l'époque la gauche des assassinats, du fait que la droite magouille dans son coin aussi, ce qui était vrai d'ailleurs. Voilà, il y a une atmosphère en tout cas de paranoïa complète quand il y a un séisme comme ça. Et je pense que 81, de tous les séismes qu'a vécu Beauvau, c'est certainement le séisme le plus majeur dans l'histoire de notre cinquième, en tout cas. Votre documentation est absolument énorme. 1 an et demi, dites-vous, de documentation. Vous citez 157 ouvrages en bibliographie, mais aussi une vingtaine de titres de presse, des podcasts, des documentaires dans tous les sens. Vous vous êtes immergé, entre autres, dans les archives de la préfecture de police de Paris. On sent une volonté d'être très, très complet dans le panorama des événements de ces années-là. Et puis, à partir de cette trame, parce que c'est vraiment une armature historique, vous construisez ces 4 personnages principaux que j'évoquais, un fil d'enquête centrale qui va courir sur les 3 tomes, 4 profils très différents qui nous donnent accès par l'endroit où ils sont, mais aussi par leurs failles, leurs compromissions à des endroits très différents du pouvoir, de la violence. Vous les imaginez à partir de là où ils vont pouvoir nous emmener dans cette radiographie ? Ouais, ils ont été créés par rapport à ce qu'ils devaient à la base, à ce qu'ils devaient assumer comme fonction. J'avais besoin d'un personnage qui raconte la fin du SAC, le moment où le SAC se retrouve. Le service d'action civique. Service d'action civique se retrouve il y a un moment où tous les compromissions dans lesquelles le SAC a traîné, il y a un moment où ça devait exploser, c'est le moment où ça explose. J'avais envie de raconter la fin de la voyocratie à l'ancienne aussi, donc les Zemmour, Zampa, Marcel Franceschi, etc. Donc il fallait qu'il y ait un personnage qui incarne ça. J'avais envie de raconter le Paris by Night, la grande époque du Palace, etc. Donc en créant une boîte de nuit fictive, mais qui ressemble beaucoup quand même. Donc j'avais envie de raconter ça. J'avais envie de raconter aussi l'anti-gang de Broussard, cette époque où les flics étaient des stars, ils faisaient tout le temps les unes des journaux. Donc mes personnages, ils ont d'abord été créés à partir de ça. Donc par exemple, j'ai un personnage qui a assumé le rôle de l'anti-gang, et en même temps le rôle du SAC, et en même temps le rôle de la DST, parce que j'avais besoin aussi de parler de la DST. Et d'un autre côté, j'ai un autre personnage qui j'avais besoin de quelqu'un qui soit proche de Giscard, qui soit proche de la DGSE, des services secrets, etc., qui soit vraiment dans une espèce d'ombre du pouvoir
pouvoir de l'époque, et j'avais besoin aussi d'un personnage qui assume ce côté des années Palace et qui assume ce côté voyoucratie à l'ancienne. Du coup, j'ai fait un personnage qui assume un peu les trois. Donc ça fait des personnages un peu hors normes qui sont capables de, qui sortent un peu des sentiers battus, qui sont capables de faire des choses assez différentes. Et ensuite, je leur ai créé des trajectoires internes parce que c'est ça qui est important, c'est ça qui fait que je trouve qu'un livre est intéressant. Moi, j'aime quand il y a du drame, quand il y a du tragique, quand un personnage part d'un point A et arrive à un point B, alors que ça soit une trajectoire comme ça ou une trajectoire comme ça. Généralement, quand c'est un peu dentelé et qu'il se casse souvent la gueule et qu'à la fin il se casse la gueule très profond, moi c'est comme ça que j'aime bien. Oui, parce que tout le monde court à sa perte, hein, je l'ai dit dans ils foncent dans le mur. Histoire, ils foncent droit dans le mur. C'est des pourris mais attachants, quoi. En tout cas, moi je les ai trouvés assez attachants. Pour vous approcher au plus près du pouvoir politique, il vous faut un ou une super flic au sommet. En l'occurrence, ce sera une super flic. C'est Jackie, le personnage de Jacqueline Liénard, qui intègre les renseignements généraux à la fin de sa formation d'inspectrice de police et qui a plutôt le pif de choisir la gauche juste avant les présidentielles, ce qui va lui valoir d'être repérée par l'entourage de Mitterrand et d'intégrer la fameuse cellule antiterroriste de l'Élysée. Cette cellule que vous teniez, j'imagine, à raconter de l'intérieur, qu'est-ce qu'elle vous permet d'aller explorer de l'exercice du pouvoir? Pourquoi elle vous intéresse dans la fiction? Déjà pour tout ce qu'elle a couvert, parce que mine de rien, quand Mitterrand a nommé cette cellule, ils se sont retrouvés à côtoyer, parce que cette cellule faisait de l'antiterrorisme, mais ils essayaient de faire du copinage aussi, parce qu'ils essayaient notamment via Paul Baril, de résoudre les problèmes en mode on discute autour d'un café, on boit un coup, tu me dis ce que tu veux, on essaie de négocier, t'inquiète Mitterrand, il va te faire ça, qu'est-ce que tu veux, on va la jouer comme ça. Enfin voilà, il y avait une espèce ils essayaient de dealer en fait avec les mecs, ce qui est une approche intéressante, mais qui bypassait complètement Beauvau. Et c'est ça qui est drôle, c'est que tous les flics qui eux dépendaient du ministère de l'Intérieur, ils hallucinaient que des envoyés de l'Élysée soient en train de faire leur boulot et le fassent en plus en mode négo. Et négo sous le manteau sans le dire à personne. Et donc ils se sont retrouvés à gérer avec le FLNC, avec Action Directe, avec il y a eu la fameuse affaire des Irlandais de Vincennes qui a été le premier, je pense, gros. Ça vous dit quelque chose, les Irlandais de Vincennes? Qui a été le premier gros scandale de la Mitterrandie. Il y en a eu pas mal en tout. Et donc voilà, il y a ce côté. C'est un peu secret qu'ils incarnent, et puis en même temps un peu amateur aussi, parce que c'est quand même des gros pros les mecs, parce que c'est les gars du GIGN qui sont quand même très très forts en intervention. C'est eux qui ont inventé le GIGN. Ils avaient déjà des gros faits d'armes à leur actif, des libérations d'otages assez impressionnantes. Et par contre, dès qu'ils se retrouvent à côté du pouvoir à gérer des trucs de négociation, ils font des trucs en mode cow-boy, quoi. Et c'est ça qui est assez drôle, et du coup ça passe pas en fait. Et puis après toutes les écoutes, toutes ces choses là, ils se sont fait cramer sur tout en fait. C'est ça qui est drôle, c'est que il y a peut-être des trucs qu'on n'a pas découvert, il y a d'ailleurs sûrement des trucs qu'on n'a pas découvert, mais ils se sont fait cramer sur tellement de choses que voilà, ça fait beaucoup de choses à raconter. Oui, alors ce que je trouve vraiment très intéressant dans la façon dont vous tissez le réel et la fiction, puisque vous citez les affaires, l'affaire des Irlandais de Vincennes, sur laquelle on a quand même, j'imagine, des faits assez documentés. Vous impliquez un autre de vos personnages, je ne vais pas dire lequel, dans l'assassinat du ministre Robert Moulin, dont on ne sait pas à ce jour comment il s'est déroulé, donc on peut se dire que là vous avez toute latitude dans l'écriture pour penser la scène comme vous voulez. L'affaire des Irlandais de Vincennes, c'est encore autre chose. Le meurtre d'Auriol, là on a des faits, il y a eu des jugements. Comment vous tissez entre ces faits qui ont été rapportés et puis la liberté que vous vous laissez dans la fiction? Boulin et Auriol, c'est deux bons exemples, parce que deux exemples complètement différents pour moi à traiter, parce que les deux sont des histoires qui sont liées au SAC a priori. Enfin, il y en a une, c'est sûr. Mais voilà, il y a une affaire pour laquelle il y a eu des condamnations. Qu'est la tuerie d'Auriol. On sait qui a fait ça, on sait exactement ce qui s'est passé. Les témoins ont raconté, les propres participants à la tuerie ont raconté ce qui s'est passé. On n'est pas juste sûr de qui a décidé tout ça. C'est ça le problème, c'est on connaît les exécutants, mais on connaît pas forcément les décideurs. Et Boulin, c'est un mystère absolu. On ne sait pas s'il s'est suicidé, on ne sait pas s'il est mort, s'il s'est fait tuer. Il y a des théoriciens des deux camps, et même chez des gens qui vont être a priori
anti-SAC et anti-RPR de l'époque et magouille et tout ça, qui vont plutôt défendre la théorie du suicide, comme quoi ça peut faire penser que c'est pas non plus complètement débile de penser ça. Après, moi voilà, j'ai pris un parti pris qui est forcément plus intéressant narrativement. Et qui s'inspire pour le coup aussi de choses qui ont été écrites, qui sont pas des choses pour lesquelles il y a eu du judiciaire, il n'y a pas eu de condamnation, etc. Mais il y a eu des enquêtes, il y a eu plusieurs enquêtes, il y a des faits qui reposent sur des procédures de l'époque et qui font qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont assez hallucinantes dans les procédures de l'époque, dans les procès-verbaux. Ça paraît assez fou, comme ça paraît très bizarre que le mec se soit suicidé quand même. Oui, il s'est foutu des coups sur la gueule avant de se suicider, mais je sais pas si tout le monde fait ça avant de se noyer dans 30 cm d'eau. C'est peu courant. On imagine que c'est assez jouissif de lâcher vos personnages du coup dans ces faits ou dans cette trame historique. Jackie, que j'évoquais tout à l'heure en plus, donc c'est la seule femme parmi vos 4 personnages principaux. C'est vraiment l'archétype de la femme des années 80, je crois, qui se prend en pleine figure la misogynie crasse, en plus d'un métier très masculin, très viriliste. Et aussi, je trouve que vous restituez très bien toutes les injonctions télévisuelles à la Wonder Woman, qui doit faire de la gym tonique le matin, qui se prend en main pour être une winneuse. Comment vous vous y êtes pris pour essayer de retrouver le grain de ces années-là? Alors tout ce qui est raconté du point de vue de Jackie, c'est pas très dur parce que j'ai lu pas mal de choses justement de femmes flics de l'époque qui ont été les premières à faire les frais de ce machisme ambiant de la police, mais à un haut niveau, c'est-à-dire que c'était les premières à arriver à des responsabilités de type commissaire, inspectrice gradée, parce qu'avant c'est vrai que les femmes avaient des rôles subalternes dans la police, et donc les premières qui arrivent à la fin des années 70 sur ce genre de poste, elles en ont toutes pris plein la gueule parce que les mecs ils étaient pas habitués à ça. Déjà on était dans une société qui était quand même globalement plutôt sexiste à l'époque et encore aujourd'hui, mais à l'époque c'était quand même un autre niveau, et en plus dans la police et en plus c'était les premiers à en faire les frais, donc elles ont vraiment pris cher et voilà, c'est des héroïnes un peu d'avoir réussi à je trouve, enfin pour moi c'est des héroïnes d'avoir réussi à passer tout ça, à s'imposer et à devenir des modèles après ensuite pour des gamines qui voulaient devenir flics éventuellement. Donc voilà, ce personnage incarne un peu tout ça, toute cette bêtise crasse de l'époque. Et puis les autres aussi, ça, y a des personnages qui vont faire parler aussi du racisme de l'époque, de l'homophobie de l'époque, voilà. Bon, ça c'est des choses. Il y a des choses aussi beaucoup plus légères parce que c'est intéressant de parler de ces années-là de ce point de vue-là, mais c'est aussi intéressant de parler de ces années-là sur la légèreté d'une certaine époque, la façon de ce que je disais tout à l'heure, de transformer les flics en stars. Il y a des choses, je pense, qui ont été assez oubliées, moi, dont j'avais pas du tout conscience. Par exemple, j'ai été surpris par beaucoup de choses quand je me suis documenté. Notamment, déjà, à l'époque, on avait la personnalité préférée des Français. Ça existait déjà, ces tops-là. Et en 78, le top 3 de la personnalité préférée des Français, le premier, c'était Claude François, qui est mort pas longtemps après, parce qu'il est mort en mars. Et après, en deuxième, c'est Mérine. Et en troisième, c'est le commissaire Ottavioli. Donc c'est quand même bien la preuve. Ça, c'est improbable aujourd'hui. C'est improbable qu'un voyou soit deuxième et un flic troisième. Enfin, je pense qu'on a complètement... la société s'est transformée quand même. Et ces mecs-là faisaient les unes des journaux en permanence. Et c'est pour ça que les Français les ont élus personnalité préférée. C'est que la France était un peu coupée en deux. Il y avait une France pro-Mérine et une France pro-Ottavioli. Et Ottavioli chassait Mérine. Et le but, c'était qu'il le chope. C'est les cow-boys et les Indiens dans la France de l'époque. Et ça, je trouve ça assez génial. Et à raconter, c'est énorme. Mais vous avez regardé la télé de l'époque, parce qu'il y a tous ces détails aussi partout dans le livre, ce qu'on mangeait, comment on regardait la télé, ce qu'on écoutait. Il y a une bande-son dans vos 3 romans. Comment vous vous êtes replongé là-dedans? Parce qu'encore une fois, vous n'y avez pas vécu, vous êtes né en 83. Ouais, mais mine de rien, quand je me rappelle mes premiers souvenirs, moi quand j'avais 5, 6, 7 ans, c'était la fin des années 80, mine de rien, il y avait beaucoup de choses en commun avec ce que je raconte. Et la trilogie se termine en 84. Bon, moi j'avais 1 an, donc forcément je me rappelle pas grand-chose, mais en vrai, ce qu'on mangeait à l'époque, la manière dont on s'habillait, ce qu'on écoutait, etc., c'était un peu les mêmes choses que 5, 6 ans après.
Donc j'ai quand même un effet Madeleine de Proust et j'ai quand même plein de choses dont je me rappelle, mais évidemment j'ai dû aller faire beaucoup de recherches. Et ça passe notamment par l'INA pour ce genre de choses de la vie quotidienne où il y a eu un vrai travail pour essayer de décrire de manière précise cette époque-là. L'INA, ils ont des contenus maintenant qui sont assez fous et qui sont accessibles gratuitement. Avant c'était payant, mais ils ont uploadé des tas et des tas de vidéos en ligne. Il suffit d'aller sur le site de l'INA, de taper 1979 dans la barre de recherche et il y a je sais pas une trentaine de vidéos qui sortent et c'est des reportages genre de 50 minutes sur les bistrots à Belleville en mars 79 ou ce genre de choses. C'est génial à regarder, c'est génial. Et donc moi j'ai passé énormément de temps à regarder toutes ces vidéos. Donc c'est du travail, mais en même temps c'est un plaisir de fou aussi de voir tout ça, comment ça se passait à l'époque. Et voilà, j'ai noté plein de choses, comment les gens se fringuaient, comment ils parlaient. Oui, parce qu'il y a plein d'expressions. Qu'est-ce qu'ils écoutaient. Un gus, les poules, les michetonneuses, ça part en filoche là-dedans. Enfin, c'est assez drôle à lire. On a. Ouais. C'est du langage de flic aussi beaucoup, vu que les personnages sont des flics, il y a aussi pas mal de choses que j'ai été chercher dans les trucs de police de l'époque. Alors, il y en a un qui est particulièrement truculent dans sa façon de parler, je trouve, et c'est celui de vos personnages qui voit le plus son monde changer. C'est votre personnage de Robert Vautier, qui est un ancien de l'OAS, qui est devenu mercenaire en France-Afrique. Il a été proche d'Omar Bongo, de Bokassa. Il revient en France en 78, au début de la trilogie, et il se reconvertit dans le monde de la nuit en créant cette boîte de nuit que vous avez mentionnée, le Chibanga, et au passage un réseau de prostituées de luxe. Quels changements sociétaux ça vous permettait de raconter, de vous pencher comme ça sur ce milieu de la nuit à Paris ? C'est changements sociétaux c'est assez subtil parce qu'en vrai le palace, et ce dont moi je parle, enfin le palace, les bains-douches, etc., tout ce milieu de la nuit de l'époque, il est assez complexe à définir parce que en vrai, c'est un héritage de 68, c'est certain, ce côté de la liberté, de la libération des mœurs, le côté un peu cul, tout ça, on fait ce qu'on veut, la drogue, etc. L'arrivée massive de la cocaïne en France et tout ça, ça colle complètement avec ce que les portes qu'avait ouvertes 68 10 ans avant. Mais par contre, en enterrant complètement l'enterrage politique. Et c'est ça qui est assez fascinant, c'est que le palace, quelque part, il dit merde à la génération de 10 ans avant, à la génération politisée, parce que quelque part, même si évidemment ils ont été soutenir Mitterrand, notamment sur la défense des droits homosexuels, etc., il y a eu plein de choses concernant les mœurs sur lesquelles ils avaient un agissement politique, mais sur le côté économique et tout ça, il y a un côté on s'en fout, quoi. Ils en ont plus rien à foutre. Et c'est là qu'on voit que la lutte des classes, à ce moment-là, elle a complètement fondu en fait dans ce truc de la nuit. Donc il y a déjà un changement qui préfigure complètement les années 80, les années fric. C'est déjà ça que ça commence à incarner. Et musicalement, la période de disco, c'est exactement ça aussi. C'est une musique qui est purement festive, hédoniste, qui passe par du strass, des paillettes, qui préfigure déjà les années fric des années 80, et qui en même temps a conscience de sa propre vacuité. Et c'est ça que je trouve assez fascinant, c'est que c'est pas juste superficiel, parce que la disco a conscience de sa superficialité. Quand on regarde La Fièvre du samedi soir, par exemple, c'est assez étonnant à quel point c'est dramatique, tragique et juste, c'est super violent. Les personnages, ils se bastonnent, il y a une histoire de viol, il y a des histoires de drogue. Enfin, c'est assez dark, en fait. C'est pas du tout une comédie, c'est pas du tout ce qu'on attendrait d'un film disco. C'est pas grise, quoi. C'est l'anti-grise. Donc voilà, il y a tout ça que je trouve extrêmement intéressant. La violence, justement, vous la déclinez aussi sous toutes les formes. Alors, il y a une violence géopolitique faite de domination, de coups d'État, enfin la France-Afrique sous toutes ses formes, qui est très constante, elle, pour le coup. D'ailleurs, ça change pas. Tout le reste bouge, mais la France-Afrique reste. Une violence politique aussi, dont vous avez touché un mot, notamment la valse des têtes, par exemple, lors d'une alternance, les placardisations. Et puis, il y a aussi une violence brute, directe, les bourre-pifs, les dents qui sautent, les nez qui éclatent, on se tire dessus à bout portant. Comment vous écrivez cette violence-là, qui est omniprésente et pourtant, je trouve, n'a rien de gratuit dans cette trilogie? Alors, rien de gratuit, quelquefois, peut-être un peu, parce que j'aime bien, il y a quelque chose que j'aime bien formellement dans la violence, c'est quand on va en tirer quelque chose d'un peu jouissif, comme on fait beaucoup dans le cinéma, comme on fait très peu en littérature, mais moi je m'inspire beaucoup du cinéma. J'adore la violence à la Tarantino, à la Scorsese, quand elle commence à devenir drôle, en fait. Quand les personnages font tellement n'importe quoi que la violence va en fait
incarner une forme d'absurde. Et ça passe par une forme d'ultra-violence, en fait. C'est quand la violence devient ultra qu'elle devient absurde et qu'elle en devient drôle. Et j'essaye de m'inspirer un peu de ça, moi, pour plusieurs scènes. Parce qu'il y a ce côté humoristique aussi dans le bouquin. On n'en a pas trop parlé pour l'instant, mais c'est pas juste un bouquin de faits de documentation, etc. Il y a quand même beaucoup de petits sketchs. Et j'ai essayé de donner un ton assez léger à l'ensemble, même s'il y a beaucoup de scènes qui sont plutôt tragiques. Il y a quand même plutôt pas mal de scènes qui sont assez légères. Et donc la violence participe aux deux pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où elle est plutôt d'un ordre comique, et d'autres où elle est plutôt d'un ordre tragique. Il y a de la violence si je compare ça au cinéma américain, moi, que j'aime, par exemple, il y a de la violence à la James Gray et il y a de la violence à la Tarantino. Et c'est ce mix des deux, pour moi, qui me permet de raconter ces années-là, qui étaient effectivement des années très, très violentes. Vous citez des références cinématographiques. Moi, j'ai vu pas mal j'ai cru voir de la bande dessinée aussi. Les explosions font boum. Chez vous, les nez pétés font crack. Les coups font blam blam blam. Inspiration BD un peu aussi, quand même. Oui, complètement, ouais. C'est ma première passion, la BD. Enfin, le cinéma d'abord, mais c'est les premières choses que j'ai faites moi-même, on va dire. Mon côté créatif s'est exprimé la première fois par la BD. J'avais fait plusieurs BD que j'ai évidemment foutu à la poubelle 2 ans après, parce que à 14 ans, ce qu'on a fait à 12 ans, on en a évidemment très honte. Donc ça a complètement disparu, j'ai plus aucune trace de ça. Ce que n'ont pas connu les moins de 45 ans dont je suis, et peut-être que les plus de 55 ans ont oublié, c'est le climat complètement explosif de ce début de l'année 80. Tous les jours ou presque, une bombe explosait, est-il écrit dans un des 3 tomes. D'ailleurs, vous amusez à écrire des vraies fausses revues de presse qui viennent scander le récit, et qui arrivent presque comme une litanie, enfin de faits divers, de titres de presse qui rappellent une bombe ici, un attentat là, un kidnapping ici. Il y a un personnage qui nous permet d'approcher de près les groupes d'extrême gauche, c'est le breton de l'histoire, c'est Gourvenec, dit Gourve, qui est un brigadier branleur quand on le rencontre au début, et puis qui va devenir infiltré, lourd de responsabilités et grosse pression, infiltré auprès d'un groupe proche d'Action Directe, qu'il va réussir à rejoindre. Vous racontez en creux, je crois, alors à la fois l'échec de la gauche de gouvernement qui se prend les pieds dans le tapis, mais aussi d'une certaine façon l'échec de cette extrême gauche révolutionnaire. Complètement. Je raconte même un quadruple échec de la gauche sur un peu tous les plans, parce que c'est l'échec aussi c'est l'échec de la gauche de gouvernement, c'est clair, avec le tournant de la rigueur, etc. Ce que je raconte à la fin du tome 3, c'est l'échec aussi du PCF, parce que c'est exactement les années où la chute du PCF, qui était déjà amorcée depuis quelques temps, mais c'est le moment où ça devient hallucinant, les points qu'ils perdent et qui, en face, justement, font monter le Front National. C'est l'échec de cette extrême gauche révolutionnaire qui, effectivement, bascule à un moment dans la violence, et c'est le moment où ils perdent complètement tout leur soutien. Je veux dire, si tout à l'heure je parlais de Mérine, si Mérine était autant adulé, c'est justement parce qu'au final, il y a pas eu tant que ça d'épisodes de violence dans tout ce qu'il a fait par rapport à tout ce qu'il a fait. Action Directe, quand ils ont commencé à aller sur des formes vraiment très très violentes, la population s'en est complètement détachée, et alors Carlos encore plus. Donc voilà, c'est l'échec de cette extrême gauche-là, et c'est l'échec aussi globalement de comment cette extrême gauche-là a géré la politique palestinienne, enfin le prosélytisme pro-palestinien de l'époque, qui défendait cette cause-là, juste cause, mais qui se la sont fait complètement piquer, parce que c'est le début des groupes islamistes, et c'est ce que je raconte dans le 3e tome, c'est justement le moment où cette extrême gauche révolutionnaire, enfin en tout cas où les groupes pro-palestiniens marxistes ou issus du marxisme, à l'époque, s'effondrent complètement face aux premiers groupes islamistes soutenus par les Iraniens, etc., qui font leur essor et qui s'emparent complètement de Liban.
Là, vous entendez sûrement un peu pas mal la richesse de cette trilogie. Alors, pour faire tenir tous ces fils narratifs ensemble, je rappelle plusieurs centaines de personnages secondaires, vous dites avoir appliqué la méthode Ellroy, James Ellroy, rien que ça, le maître américain du roman policier historique. Lui, il construit toujours des plans énormes. Je crois d'ailleurs l'avoir déjà entendu dire en interview que ces plans sont parfois encore plus volumineux que le roman final. Vous travaillez de la même façon, par plan. Exactement. Ça ressemble à quoi alors un plan pour construire 2500 pages comme ça? Ça faisait 500 pages. Et c'est le moment où j'ai compris que ça allait faire plus qu'un livre, parce qu'à la base, je pensais faire un seul roman. Je savais que ça allait être un gros roman parce que je voulais faire une sorte d'American tabloïd. Mon idée de base, c'était de faire une sorte d'American tabloïd à la française. Parce que j'avais tellement aimé cette ambition-là de raconter cette époque de l'histoire des États-Unis et la manière qu'avait Ellroy de faire intervenir des tas de personnages réels. En caricaturant pas mal, d'ailleurs, ça c'est aussi quelque chose que je reprends, cette manière de caricaturer les personnages réels. Donc voilà, je savais que ça allait être quelque chose d'au moins aussi épais qu'American Tabloïd, voire plus, parce que j'avais envie de raconter beaucoup plus d'affaires. Et puis quand j'ai fait mon plan et que ça faisait 500 pages, c'est là que j'ai compris que c'était pas possible, parce que moi, quand je fais un plan, c'est peut-être pas forcément les mêmes plans qu'Ellroy, c'est-à-dire que c'est très, c'est très peu détaillé, donc si mon plan fait 500 pages, c'est qu'a priori ça va faire 2000 pages, minimum. D'Ellroy, vous avez aussi repris ce principe d'intercaler différents types de documents. J'ai parlé des vraies fausses revues de presse, mais on a aussi des tracts militants, des notes de renseignement, comme par exemple des rapports de filature, et évidemment des transcriptions d'écoutes téléphoniques à l'appel qui sont très drôles. Vous parliez de ces petits sketchs que vous avez construits. Il y a notamment Alain Delon, on croise VGE qui parle de trucs complètement délirants, de chasse en Afrique. Mais surtout, je trouve le cœur de ce très très gros roman, ce sont les dialogues. C'est le moteur de votre écriture, ça, les dialogues? C'est là que je m'éclate le plus, en tout cas. Vu que je travaille, voilà, comme je le disais, sur plan, mon plan, il est chapitré. Il y a exactement le nombre de chapitres. Et au sein de chaque chapitre, je sais exactement quelle scène il va y avoir et qu'est-ce qui va se passer dans ces scènes-là. Ça veut dire que quand j'attaque vraiment la prose, l'écriture pure, je sais exactement ce que je vais raconter. Donc pour moi, tirer un plaisir de cette partie de l'écriture, c'est-à-dire vraiment la prose, je suis obligé d'être inventif quelque part. Et vu que je peux plus inventer sur ce qui va se passer, sur ce que ça va raconter une scène, sur comment un personnage va passer de là à là, c'est sur les dialogues que je suis inventif, et c'est là que voilà, c'est là qu'il y a quelque chose de jouissif pour moi au moment de l'écriture. Donc c'est vrai que j'ai tendance quelquefois je m'arrête parce que je me dis mais attends, il fait déjà 2 pages le dialogue. Alors ça c'était dans mes romans d'avant, dans la trilogie d'avant, ils avaient tendance à faire quelquefois je peux avoir genre 7 à 8 pages sans avec que des tirets. Là, je me suis un peu calmé quand même sur cela, parce que sinon, je savais que ça allait pas faire 2500 pages la trilogie, mais 5000. C'est la première partie. Ce qui aurait été problématique. Mais oui, c'est clairement là où je prends le plus de plaisir. Et j'aime que ça soit assez ping-pong, parce que j'aime la littérature qui est écrite comme ça aussi, parce que c'est aussi parce que j'aime le cinéma. Dans le cinéma, quand on regarde du cinéma, les acteurs, ils se parlent, c'est machin, tac tac. Enfin, les gens font pas des phrases longues. En fait, on fait rarement des monologues de 7 lignes quand on parle. Alors là, dans une conférence aussi, mais quand on se parle, quand on fait un vrai dialogue, les gens, c'est beaucoup plus pim poum pim pam. Et j'aime bien ce côté échange assez efficace dans transposé à la littérature. Oui, je confirme que c'est très plaisant à la lecture, ça fuse. Les droits de la trilogie ont été achetés, je crois, pour un projet de série. Quels vont être les plus gros défis de l'adaptation? Trouver un diffuseur. On a envie de faire quelque chose d'assez fidèle au bouquin. Alors ça va beaucoup changer. Il y a des personnages qu'on va fusionner, notamment dans les personnages principaux, parce qu'on peut pas garder tout ça. Là, je suis en train de travailler sur le synopsis, mais on a envie de faire quelque chose, voilà, où il va y avoir des scènes assez costauds, une bonne restitution de l'époque, donc ça demande un budget assez important. Ouais, je pense à ça. Décor, voilà. Explosion, Drakkar à Beyrouth, je sais pas, mais bon, il y a un peu. Alors ça, c'est la fin. Déjà, on va faire la première saison. Enfin, déjà, si on fait la première saison, on sera content. Déjà, si on trouve un diffuseur pour la première saison, on sera content. Donc les droits ont été vendus. Moi, je travaille avec l'équipe de prod qui gère l'adaptation. Je suis au centre de l'équipe de scénario.
Et voilà, faut trouver. Il n'y a pas 100 000 diffuseurs qui vont pouvoir prendre un projet comme ça. Malheureusement, des France Télé, des Arte, tout ça va pas trop coller à ce truc-là. Donc, on va être obligé d'aller voir des Américains. Et voilà, en ce moment, on sait que Netflix, avec ce qu'on entend, avec ce qu'ont sorti Matt Damon et Ben Affleck, les Américains sont beaucoup plus capables de t'emmerder sur des trucs. Ah bah, tu peux mettre la scène d'action là ou là. Enfin, bon, moi, j'ai un peu peur de tout ça. On va voir ce que ça va donner, mais je serais prêt à faire des compromis. On n'aura pas le choix dans le cinéma, de façon, dans l'audiovisuel. Faut tout le temps faire des compromis. Donc, pour moi, c'est ça l'enjeu. Ça va être de trouver un bon diffuseur qui suit bien le projet et avec lequel il va y avoir le moins de compromis possible, sans que ça dénature complètement le projet, quoi. Bonne chance pour ça. En attendant, les livres sont là et ça, c'est déjà énorme. Merci beaucoup, Benjamin Bierstein. Bleu, blanc, rouge, l'étendard sanglant est levé et 14 juillet. On vous les recommande chaudement. Et si vous voulez continuer à échanger avec Benjamin et avoir une petite dédicace, vous allez pouvoir le rejoindre tout de suite en bas au stand de la librairie Le Fayère pour 1 heure environ de signature. Merci beaucoup à vous. Bon après-midi.